Bonjour B-Sides, bonjour tout le monde, bonjour Strasbourg. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux pour parler de fusing de code. Donc ça m'arrange fortement. S'il n'y a personne qui nécessite de parler anglais, on va la faire en français, je serai moins ridicule. Cool. Pour aller très vite, qui suis-je? C'est pas forcément super intéressant. Moi, je ne suis pas un spécialiste cybersécu. Je suis un Javaman, honte à moi. Et je bosse comme architecte et tech coach pour des grosses boîtes. J'ai commis plusieurs livres autour de Java et je suis mentor technique pour certaines startups. Voilà. Commençons par quelques disclaimers qui vont bien. Alors pour ceux qui sont allergiques, dommage, il va falloir se boucher les yeux souvent parce qu'il y aura des traces plus que certaines de code Java dans ces slides. Donc âme sensible, abstenez-vous. On ne va pas parler anglais, ça on peut le zapper. Alors ce talk essaye d'être un panorama. Donc, vu que c'est un panorama, on ne pourra pas rentrer dans le détail de toutes les technos qu'on va pouvoir évoquer. Voilà, donc je m'en excuse, mais le timing est trop short. Petite chose aussi, on va avoir pas mal de slides avec du code. L'important n'est pas là, en fait. Donc, même si vous ne comprenez pas le code, il n'y a pas de souci, c'est pas le but du jeu. Voilà. Comment on va s'organiser? Donc l'agenda rapide, une petite introduction, un survol des outils de fuzzing et parler de comment ça se met en place concrètement dans un cycle de développement. Voilà. Démarrons avec l'intro. Donc, comme j'ai pu vous le dire, le but du jeu, c'est de faire un diaporama, un panel, donc des outils de fuzzing actuels, de comprendre ce qu'ils peuvent vous apporter, de voir comment on va les intégrer dans le cycle de développement, et de faire un parallèle avec des techniques de test et voir comment ça se comporte l'un par rapport à l'autre. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de fuzzing et quel crédit ai-je à ce titre? En fait, en m'occupant de plein d'équipes chez Decathlon, chez Cdiscount ou dans d'autres boîtes, j'ai pu m'apercevoir d'un truc qui est peut-être évident pour vous, mais ça ne l'était pas forcément pour moi, que quand on parle en fait de sécurité, quand on parle de qualité de code, quand on parle de performance, en fait, c'est différentes facettes pour la même chose. Et que avoir un code bien crafté, comme mes collègues craftsmen aiment passer beaucoup d'énergie à spignoler autour d'une ligne de code, ben, ça ne sert pas à grand-chose si on a des CVE, si on n'a pas eu un code sûr. De même, avoir un code performant s'il n'est pas sûr et s'il n'est pas secure, ça sert à que dalle. Donc, pour moi, la qualité, c'est cet ensemble c'est au moins ces trois facteurs-là, donc qualité du code et du design, performance et sécurité. Et donc, l'idée a un peu jaillit en moi de dire que ça serait peut-être à peu près cohérent d'utiliser la même approche pour chacune de ces facettes et d'avoir donc une méthodologie fortement proche quand on cherche à faire de la sécu ou qu'on cherche à faire de l'audit de qualité de code ou qu'on cherche à faire du test de performance. Voilà le pourquoi du comment. Alors je vais commencer par
un rappel qu'il n'est peut-être pas, parce que vous n'êtes peut-être pas des spécialistes du test. Mais donc, le monde du test est gouverné par un board qui s'appelle l'ITSQB, pour International Testing Machin Quality Board, Software Quality Board. Et ce board a énoncé 7 principes. Et moi, je vais m'intéresser simplement au premier. Le principe numéro 1, quel est-il? Le test montre la présence de défauts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on code, son test unitaire, s'il passe, ben, c'est pas tant une victoire que ça. Ça veut juste dire que peut-être qu'on a mal cherché. Et que l'approche qu'il faut avoir, c'est non pas simplement constater que mon test marche, c'est faire plus de tests jusqu'à les découvrir, gratter les défauts. Et du coup, c'est dans cette optique que je veux essayer de vous guider. Et c'est cette même optique qui m'intéresserait pour arriver à trouver des failles de sécurité, des vulnérabilités, etc. On réservera du temps à la fin de la session, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, notez-les quelque part. Je ne suis pas le seul à penser ça. Alors là, j'ai copié-collé salement un slide d'un architecte Google, spécialiste du C++, qui justifiait le pourquoi du fuzzing chez Google. Et son argumentaire me paraît assez intéressant, en constatant qu'il y a un volume de code qui ne cesse d'augmenter, des cycles de développement qui sont de plus en plus rapides. Et quelles sont les contraintes? Ben, les contraintes sont que notre code doit être correct, la stabilité est importante, la sécurité c'est super important, la performance c'est vital. Alors ça c'est moi qui le rajoute, mais c'est pas grave. Et qu'on veut aller vite, mais on veut que nos cycles de développement restent sous contrôle. Et donc dans cette optique-là, le test classique n'est plus du tout adapté, il ne suffit plus. Et donc dans ce sens-là, l'apport du fuzzing sera extrêmement intéressant. Alors, bêtement, j'ai pris un dictionnaire et j'ai tapé dedans fuzz. Et comme le dit Alfred Le Chiba, la définition, bon, elle laisse un petit peu rêveuse. Donc je me suis dit qu'il fallait aller chercher une définition ailleurs. Et du coup, j'en ai trouvé une quelque peu plus consistante sur le site de l'OWASP avec fuzzing. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle de tests en mode black box, en boîte noire. Il nous parle d'automatisation et il nous parle d'injecter de la donnée mal formée ou partiellement mal formée. Donc c'est l'idée initiale du fuzzing, c'est injecter de la perturbation dans un signal de manière à voir ce qui se passe sur votre soft. Donc ça, on va partir de cette définition-là et on verra quelles conséquences ça aura pour après. Alors avant de rentrer dans le détail du fuzzing, qui fait du fuzzing et pourquoi? Ben, en fait, il y a beaucoup de fuzzing partout. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais il y a déjà plus de 25 000 bugs qui ont été trouvés dans Chrome avec le fuzzing. Donc la proportion par rapport au test unitaire, c'est de l'ordre de 1 à 100.
C'est monstrueux. Des outils que vous connaissez peut-être comme TCP-Dump, on utilise massivement le fuzzing pour tester des protocoles et s'assurer que les captures sont toujours viables. Et puis plein d'autres, glibc, Python, enfin bref. À peu près beaucoup de monde fait du fuzzing actuellement. Cette petite introduction passée, alors peut-être il y a peut-être une question maintenant, si quelqu'un a une question maintenant, on peut aller vite. Non, c'est bon? C'est clair? Bon, on aura du temps tout à l'heure. Alors, le fuzzing traditionnel, il est apparu dans des articles universitaires dans les années 70. Il a été rapidement repéré comme quelque chose d'utile et d'important par l'armée américaine qui l'utilisait initialement pour valider la qualité et la sûreté de ses équipements radio. Donc à la base, ce n'était pas de l'informatique, c'était de la radio. Et ils introduisaient de la perturbation de signaux et ils voyaient comment se comportaient leurs équipements radio. Donc voilà, donc ça c'est l'utilisation classique et c'est peut-être celle que vous connaissez déjà si vous êtes un pentester. C'est l'utilisation qu'on est classiquement fait par les pentesters. Donc c'est perturber un système et voir ce qui se passe derrière. Alors, bon là c'est là que ça va commencer à coincer avec des bouts de code Java. Ici, j'ai mis un extrait d'un test unitaire d'un projet de la fondation Apache, le projet Commons Collection, donc un projet qui est très utilisé dans le monde Java. Comme tous les projets de la fondation Apache, du moins tous les projets matures, la qualité de code est bonne. Il y a des tests unitaires. A priori, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc vous ne perdez pas dans tous les détails, ils ne sont pas très intéressants. Ici, on a simplement en fait une structure de données qui s'appelle le Patricia Trie, qui est une structure de données qui est utilisée pour optimiser en fait la recherche d'informations dans des très larges collections, des collections de plusieurs millions d'objets. Donc là, on a un code qui semble très bien, très clean, très propre, qui suit toutes les bonnes pratiques. Patatras. Si jamais j'ai la mauvaise idée d'utiliser un outil de fuzzing Java dessus, je l'utilise sur une classe, donc sur la classe Patricia Trie Test, et je demande à tester le petit test unitaire spécial fuzz qui est au-dessus. Donc vous voyez, c'est pas bien long, c'est 4 lignes de code, avec une annotation Java particulière à l'outil, addFuzz. Et qu'est-ce que fait cet outil? En fait, on dit, voilà, je vais chercher une clé, j'estime qu'elle est présente dans ma map, et je vais créer un autre Patricia Trie à partir de ma map, et je vais assumer que la clé est elle aussi présente. Et si on lance un outil de fuzzing, un peu comme un bourrin, on le laisse tourner plusieurs minutes, au bout d'un moment, il va vous dire « Ah, il y a une unique failure, j'ai trouvé un cas où ça ne marche pas. » Et ce cas, en fait, c'est un cas effectivement très borderline que, a priori, aucun développeur ne pourrait penser à tester, parce que ce n'est même pas une chaîne vide, c'est une chaîne vide avec le /0 à la fin. Et on voit en fait dans ce cas-là que la librairie
ne gère pas ce cas. Et donc mon assertion est fausse. Donc tout ça pour vous dire quoi? Ben ça doit être le slide suivant. Non, pardon. Hop. Tout ça pour vous dire quoi? Que ce petit exemple, il montre que le code bien foutu, qui suit des conventions de nommage, des conventions de qualité correctes, n'est pas exempt de défauts. Que si on veut vraiment chercher des défauts, il faut les chercher. Donc il ne faut pas attendre à ce qu'ils apparaissent spontanément. Et en cela, donc ça, c'est la première limitation de ce qu'on appelle le sample-based testing. Donc quand vous faites du test unitaire, vous faites ce qu'on appelle du sample-based testing, puis c'est aux développeurs d'aller choisir un ou deux ou trois cas qui vont lui permettre de faire des assertions, ça c'est vrai, ça c'est faux, etc. Et donc, le sample-based testing a cette limitation intrinsèque qui est que suivant la sélection et le nombre d'inputs et de cas de test, je pourrais trouver ou pas des anomalies. Et là, dans ce cas-là, le fait de passer par du fusing, ça repousse, on change de curseur, puisque au lieu de tester ma fonction avec un ou deux cas de test, je vais la passer sur des milliers, voire des millions, voire des milliards, si j'ai du temps et du CPU, et aller chercher les éventuels problèmes. Et donc la première leçon à tirer, c'est que des problèmes, des failles, il y en a partout, et que si on ne les cherche pas, si on ne les chasse pas, on ne les trouve pas. Alors, un autre exemple de code Java qui n'est pas particulièrement intéressant, mais ici, donc, on s'amusait à aller chercher dans un tableau de bytes et aller regarder ce qui se passait dedans et éventuellement dire, oui, dans ce cas-là, il peut y avoir un problème. Bref, donc là, c'est un exemple qui a été crafté à la main pour illustrer un outil de fuzzing. On voit qu'un outil de fuzzing qu'on passerait dessus, comme je l'ai fait là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester comme un gros bourrin, il va injecter tout un tas de valeurs, il va faire plein de boucles avec des gros input sets, et au bout d'un moment, il va nous raconter un Java lang array index out of bound exception. Bon, sans être spécialiste Java, ça sent le débordement de tableau. Donc on est allé trop loin dans un tableau. Et du coup, il va raconter un petit report, il va écrire un petit incident sur le file system. Donc le code n'est pas vraiment important. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que donc on a des outils qui sont capables de au moins aider les développeurs à rajouter avec de l'entropie un spectre d'input set monstrueux qui nous permet d'être beaucoup plus certains du comportement de nos systèmes. Et c'est ça l'important à retenir. Autre petit exemple avec du code qui est vraiment sale, très 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 moche. Moi, je ne laisserai pas passer des trucs comme ça, mais bon. Donc voilà, on a du code avec 3 paramètres, une méthode explore_me, avec 2 entiers, une chaîne. OK, et dans un certain cas, on va éventuellement essayer d'instancier dynamiquement une classe. Donc ça, c'est une faculté qui existe en Java, de pouvoir charger du code dynamiquement. Donc là, on fait avec le class.forName, className, on va aller appeler le constructeur par défaut de la classe et instancier un objet
sachant qu'on n'en savait rien avant, que n'importe qui peut mettre n'importe quoi dans la chaîne class name, puisqu'il suffit d'appeler avec le bon paramètre pour transmettre ça. Et donc là encore, on va passer par un outil de fuzzing. On va donc créer un cas de test orienté fuzzing, donc avec une annotation qui est spécifique à l'outil de code intelligence, donc add fuzz test. Et là, on construit un truc qui ressemble vachement à un test unitaire. On utilise les fonctionnalités mises à disposition par la librairie avec des consume in, consume int et consume remaining as string. Donc ça, en gros, on dit au moteur, débrouille-toi, donne-moi des entiers, donne-moi des chaînes qui vont venir peupler mes entiers A, B et ma chaîne C. Et derrière, une fois que le moteur a fourni ces datas, on appelle la méthode explore-me. Bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut lancer le moteur et il va tourner un petit moment. Et qu'est-ce qu'il va nous raconter? Il nous raconte des trucs sympathiques en rouge. Security issue, remote code execution in explore-me. Oh, ça sent pas très bon. Ben oui, en faisant de l'invocation de classe dynamique, je m'expose au fait que quelqu'un de mal intentionné puisse éventuellement aller invoquer son code à lui ou un code détourné pour aller remonter de l'info ou prendre une partie contrôle sur ma machine. Donc là, on voit que le fuzzing peut aussi nous être utile en matière de sécurité et que des outils comme par exemple celui de Code Intelligence essayent de couvrir le plus de cas possible relatifs au buffer overflow, aux problèmes d'exécution de code distant et autres. J'en passe des meilleurs, je ne suis pas là pour vendre leurs produits. Donc ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir que on a un moyen donc de prendre une base de code et de faire du test assez poussé avec énormément de data de manière à trouver ce que... Alors effectivement, un audit de code statique, quelqu'un qui connaît un petit peu le Java aurait vu le problème très vite. Mais plus la taille des codebases augmente, plus ça devient difficile et pertinent de faire des audits de code statique. Donc, même quelqu'un d'expérimenté ne peut pas aller regarder 100 000, 200 000, 300 000 lignes de code tous les jours pour savoir s'il y a un problème ou pas. Donc voilà, donc on peut avoir encore plus de détails sur le problème qui a été découvert. Ce n'est pas très intéressant dans le cas là, mais il nous dit à quelle ligne ça s'est produit, pourquoi, comment, etc. Bref. Oups. Donc là, on a parlé d'une première famille d'outils, donc c'est le fuzzing classique, bourrin. Maintenant, on va passer à une autre famille de produits, donc ce qui s'appelle le property-based testing, qui est encore quelque chose d'assez méconnu. Et donc, on va voir ce que ça donne et ce que c'est que cette bête. Alors, comme j'ai pu vous le dire, donc le test unitaire classique a un problème, c'est qu'il est orienté exemple et que donc c'est à partir d'une sélection artificielle d'exemples qu'on dit mon code marche. Bon, c'est vraiment un très mauvais postulat. Ceux qui pensent ça ont vraiment rien compris à ce qu'était le test. Donc, l'intérêt du property-based testing, quelle est-elle? Elle est de dire, voilà, on va dépasser le simple test unitaire et on va aller gratter dans notre domaine métier en question et on va essayer de trouver ce qui peut s'appeler des invariants, donc des préconditions, ce qui est toujours vrai pour que vos composants soient solides et fonctionnent bien.
Si je prends un exemple tarte à la crème, dans un système bancaire, on va estimer qu'à tout instant, votre solde est supérieur au découvert maximum autorisé. Si ce n'est pas vrai, on passe dans des processus assez désagréables et qui ne sont pas couverts par le software standard. Donc, le property-based testing, il consiste à identifier ce qu'on appelle des properties, donc des invariants, et d'aller vérifier que ces invariants, ils sont vrais avec un très large spectre d'entrées. Donc le property-based testing, il va pouvoir utiliser des properties assez classiques. Donc si vous rappelez vos cours de mathématiques, tout ce qui est idempotence, tout ce qui est réversibilité. Donc par exemple, ça c'est le fait que dès que vous faites de l'encodage-décodage, vous devez par exemple dire si je mets une chaîne, que je l'encode, puis que je la décode, ben, je dois obtenir la même chaîne. Donc ça c'est avec ce type de properties qu'on va tester un certain nombre de fonctions sur des très larges spectres d'entrée. Voilà. Donc cette technique, elle a été mise au point par les concepteurs du langage Haskell avec un outil qui s'appelait QuickCheck. Alors, pourquoi est-ce que le property-based testing est indispensable ? Je vous ai mis le lien en fin de presse dans la section links. Il y a un talk que je ne peux que chaudement vous recommander, fait par John Hughes, qui est un des fondateurs du langage Haskell, qui s'appelle Don't Write Tests. Alors, ce talk est drôle et en plus il est méchamment bouleversant. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, monsieur John Hughes ? Il raconte, par exemple, que le test unitaire, c'est fait pour tester si votre système répond correctement quand vous appelez une méthode, une fonction. Très bien. Mais dans la vraie vie, maintenant, les problèmes qu'on a, c'est pas quand on appelle une fonction. C'est quand on appelle une fonction, qui appelle une fonction, qui appelle une fonction. Et du coup, c'est pas nos n tests pour nos fonctions qui vont nous être utiles. C'est du n carré, du n cube, du n puissance 4 qu'il faut pour couvrir ces séquencements d'appels de fonctions. Et vous ne pouvez pas demander à un développeur d'aller écrire 10 000 tests pour une classe. Ça, ou autrement, le PO va un peu faire la gueule, lui dire j'aurai fini dans 2 ans et demi. Donc là, on a une limite du test unitaire, et c'est là que le property-based testing est très intéressant. Alors ça tombe super bien, c'est que j'ai vu apparaître une nouvelle CVE sur NetFilter en fin de semaine dernière, suite à quoi, en fait, c'est ce qu'on appelle une double free vulnerability. Donc c'est une erreur qui se produit quand on appelle 2 fois la méthode free sur la même zone mémoire. Et bien donc elle est apparue, elle touche à peu près tous les Linux qui ont un NetFilter, donc depuis des noyaux 4 et quelques jusqu'à des 6.6, ça va être un joli bordel à patcher. Donc voilà, et là on est vraiment en plein dans le cas qui m'intéresse, c'est peut-être qu'ils ont testé ce qui se passait quand on faisait un free, mais ils n'ont jamais testé ce qui se passait quand on faisait 2 fois. Et donc là, c'est vraiment tout l'intérêt du property-based testing. Alors, pour illustrer ça gentiment, vous connaissez tous le FizzBuzz, c'est un des exercices standards qu'on fait en kata, qu'on fait éventuellement en entretien de recrutement. Donc le but, c'est vous prenez la chaîne des 100 premiers entiers, et si pour chaque entier, on va essayer d'associer une chaîne. Et donc si votre entier est divisible par 3,
on va afficher FISB. S'il est divisible par 5, on va afficher buzz. S'il est divisible par 3 et 5, on va afficher FizzBuzz. Et s'il est divisible par autre chose, on va afficher le nombre en question. Et bien donc là, je vous ai proposé comment on fait pour tester FizzBuzz avec du property-based testing. Bon, c'est assez simple. Donc j'ai une méthode setup, donc ça ressemble à un test unitaire. Donc j'ai une méthode setup qui va être appelée au début, juste après avoir chargé mon test unitaire. Donc là, je vais créer une instance de la classe FizzBuzz qui sait faire un FizzBuzz. Et ici, j'ai un cas de test, donc une annotation add-test. Une méthode ensure all ints dividable by 3 have FizzBuzz, bon, non accouché dehors. Mais en gros, je dis quoi? Je dis que en fait, je veux m'assurer que tous les 3 entiers, donc tous les entiers qui seront divisibles par 3, ce que doit renvoyer ma méthode FizzBuzz, c'est une chaîne qui commence par Fizz. Et du coup, j'ai créé un arbitrary. Donc un arbitrary, en fait, c'est un générateur ici d'entiers. Donc j'ai un générateur d'entiers. Je définis une propriété, donc qui est dire que tous les 3 entiers, enfin les entiers espacés de 3, doivent avoir un FizzBuzz de cet entier qui renvoie Fizz. Et donc là, je dis que pour tous les entiers pris par mon générateur, je prends que ceux qui sont divisibles par 3, et je vais m'assurer, donc such that, appeler la méthode FizzBuzz sur mon objet FizzBuzz appliqué à l'entier i, ça démarre bien par Fizz. Et ici, je lui dis que je veux vérifier ça sur 10 000 entiers. Donc le code n'est pas forcément important, mais vous voyez que ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, c'est juste ça qui est important, ça ressemble à un test unitaire à peu près classique. Seulement là, au lieu de tester sur 1 ou 2 cas, je teste sur 10 000. Alors j'ai ici mis le résultat du test dans IntelliJ avec ici juste lancé 1000 fois. Bon, ça tourne assez vite dans ce cas-là, donc en 40 millisecondes. Il m'a passé mes 1000 tests. Il est content. Donc j'aurais mis à peu près le même temps et je reproduis à peu près le même code pour tester avec 1 ou 2 valeurs. Là, j'ai testé avec 1000, et si je veux tester avec 10 millions, je le laisse tourner un petit peu plus longtemps. Donc voilà pour cette présentation ultra rapide du property-based testing. Nous allons nous attaquer rapidement au mutation-based testing. Ici, c'est une technique légèrement différente, puisque jusqu'à présent, en fait, on ne touchait pas à la base de code existante. Ici, le mutation-based testing, qu'est-ce que c'est? En gros, le moteur de mutation, il va prendre votre base de code et il va repérer un peu tous les trucs un peu bizarres, du genre quand vous faites un supérieur ou égal, un et, un ou, et il va torturer votre code et il va le modifier. Donc c'est ce qu'on appelle des mutations. Et si vos cas de test sont bien faits, ils devraient se retrouver en erreur. Si vous n'avez pas d'erreur, vous avez ce qu'on appelle des mutants qui survivent. Et comme dans Space Invaders, le but c'est de buter tous les mutants. Donc c'est vraiment ça le principe. Et donc le but du mutation-based testing, c'est de pouvoir pointer du doigt une couverture de test insuffisante. Donc allez montrer que vos tests sont trop permissifs. Donc par exemple, si on prend une fonction, ici c'est un bout de code C#, mais ça ne change rien,
Donc où je vais tester est-ce que l'utilisateur est bien majeur. Donc j'ai un petit bout de code où je fais un return user.age supérieur ou égal à 18. Ben, que va faire le moteur de mutation à partir de cette simple ligne? Eh ben, il va aller changer ça en user.age supérieur strictement à 18 ou inférieur strictement à 18, ou alors il va carrément shunter le test et faire un return false ou un return true. Et donc en créant beaucoup de mutations à partir de tests, ben, on va pouvoir pointer du doigt donc une couverture insuffisante. Alors évidemment, on va aller vite, mais du coup, quand vous générez ça, ben, il vous génère des reports qui disent ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, etc. Dans votre base de code, et il pointe les erreurs. Dernière étape de notre voyage à travers le fuzzing, comment on va intégrer ça dans un workflow de travail? Alors, qu'est-ce qu'on doit fuser? J'ai mis des exemples, mais en gros, si vous lisez bien, vous devez vous dire qu'a priori, il n'y a pas beaucoup de bouts de code qui doivent être dispensés de fuzzing. Du moment qu'on fait du calcul, du moment qu'on fait de la crypto, du moment qu'on fait de l'IO, du moment qu'on fait des appels système, des appels réseau, etc., ben, tout ça, il y a possibilité de détecter des CVE, des exploits, des vulnérabilités ou des tests insuffisants ou des cas problématiques d'un point de vue business. Et évidemment, ben, ici, je vous ai fait parler principalement d'outils Java parce que c'est un peu mon monde, mais le tooling est disponible dans plein de langages. Et je ne vais pas les citer toutes les plateformes, tous les langages qui sont couverts. Alors c'est là qu'est la bonne question, et c'est là que c'est un peu plus délicat. Comment est-ce qu'on fait pour fuzzer? Pour faire du fuzzing efficacement, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'intégrer ça dans une CI/CD. Le problème, c'est que quand on fait du fuzzing, on va à l'inverse de ce que veulent les devs. Un dev, il veut pouvoir passer ses tests unitaires vite. Moi, si je dis je veux fuzzer sur 25 milliards d'inputs, ça ne va pas aller aussi vite que faire un appel à une méthode. Donc là, il faut être un petit peu malin et prévoir plusieurs pipelines de manière à ne pas bloquer ces devs tout en assurant régulièrement un contrôle de fond de votre base de code. Il y a quelques petits tips and tricks qui peuvent intervenir. Donc, par exemple, on peut contrôler le nombre de mutants créés dans les outils de mutation-based testing. On peut définir des thresholds à partir duquel on va dire non, là, il y a vraiment trop de mutants qui ne sont pas tués. Bref, il y a plein de moyens standards pour raffiner ça. Mais vraiment, la question centrale, c'est quels pipelines vont porter quel type de couverture et quel outil de fuzz, et surtout pas coller à un appel à du mutation-based testing à chaque commit de vos devs. Là, ça va être la catastrophe assurée, et les PO vont monter au créneau, et les devs vont dire on se fait chier, on attend des plombes avant de pouvoir avancer. Alors, il n'y a que le Joker qui peut dire qu'il ne va pas vouloir fuser son application parce qu'il sait qu'il a la preuve formelle de la véracité de son code, que la sécurité, il s'en fout, que le business peut échouer, ce n'est pas un problème, et que son code, il est super rock solide. Donc voilà, c'est l'exception qui confirme la règle, mais si vous êtes dans un cas où le business ne doit pas échouer, que la sécurité c'est une de vos problématiques et que vous n'êtes pas certain
que vous n'avez pas la preuve formelle de la correction de votre code, ben alors le fuzzing va vous être utile d'une façon ou d'une autre. Les takeaways, ben voilà, le fuzzing, c'est pas fait pour remplacer des tests unitaires, c'est fait pour les compléter. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chacune des techniques que j'ai pu évoquer va apporter son lot d'avantages. On vient de parler de l'intégration dans la CI/CD, qui est un point clé. Et surtout, ce qui me paraît important, c'est le changement de paradigme. Donc ne vous contentez pas d'un test unitaire qui marche, c'est aller chercher les bugs. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc on aura du temps pour des questions si vous en avez. Je vous remercie de votre attention. Oui ? Oui, avec le micro, ça sera mieux. Merci. Bonjour, moi je suis RSSI, donc je suis convaincu qu'il faut faire des tests et des retests et encore plus avant-après. Par contre, je suis en effet face à des équipes de dev qui, en effet, leur code est solide, il y a mon expertise, tout va bien, et regarde pas, ça ne te concerne pas. Du coup, quelle est l'approche que je peux avoir pour ça? Moi, je fais des pentests, du coup, je leur mets un peu dans la tronche et dis « Ah bah oui, on ne l'avait pas vu ». Alors, est-ce que c'est une approche plutôt, je vous prends un prestataire pour du fuzzing? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est une bonne approche? Ou est-ce que leur amener des tools, les obliger à utiliser des tools, ça va être plus fun? Ce à quoi je crois beaucoup pour l'avoir fait déjà 2 fois, en fait, c'est j'ai rien dit, j'ai bossé dans mon coin et je leur ai montré les résultats. Et après ben, ils vont se démerder pour intégrer ça dans leur tooling. Ils vont se démerder pour que les PO, les Scrum Masters... bon, il y a des moments, je suis un peu rentre-dedans, mais j'y vais, quoi. C'est soit on attend des plombes et on passe des plombes en réunion à discuter de oui, comment, peut-être un jour. Non, on avance, quoi. Et les CVE, les vulnérabilités, elles vont tellement vite maintenant que je pense que c'est criminel de rester enfermé à des réunions à débattre de la pluie et du beau temps quand on a un soft qui est exposé sur le net. Mais c'est mon opinion personnelle. Bon, bah on est deux, très bien. D'autres questions? Ouais. Merci pour le talk. Comment est-ce que soit le développeur qui implémente les tests de fuzzing, soit les outils choisissent les listes de paramètres qui vont être utilisés pour le fuzzing? Et est-ce qu'il y a des paramètres à choisir pour décider de qu'est-ce qu'on utilise dans quel cas? En fait, la sélection de l'input set, elle se fait par le prototypage de ta méthode. Alors après, si tu sais que, comme dans le cas que j'ai montré, tu veux tester que les entiers qui sont divisibles par 3, bah, tu rajoutes quelques filtres aux arbitraries qu'ont pu être donnés, et c'est tout. Mais c'est assez naturel, en fait, quand tu comprends ce que tu testes. Là, c'est plus du test en black box, hein, quand on fait du property-based testing, puisqu'on est près du soft. On ne l'utilise pas en boîte noire. On dit, moi, je veux tester que telle fonction, elle me ramène bien fizz pour tous les entiers qui sont divisibles par 3. Donc, c'est assez facile. Quelqu'un d'autre? J'ai encore une question, mais plus sur le fond. Qu'est-ce qui fait que d'avoir d'avoir toutes les fonctions propres et bien traitées, etc., qu'est-ce qui fait que ça ne va pas justement être une perte de temps sur, encore une fois, mes questions de sécurité et en cas de ce qu'on va traiter dans les vulnes des faux positifs, qu'est-ce qui fait que je vais avoir plein de faux positifs de fonctions qui en effet ne vont pas avoir telle petite entrée, mais sauf que bah, les contrôler avant, les contrôler après. Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas perdre beaucoup trop de temps à faiser ou alors comment je classifie? Disons que c'est une question très pertinente, mais il n'y a pas de sens à tout faiser,
tout le temps. Et, on ne va pas faiser chaque méthode qu'on en appelle dans toutes les librairies. Il y a un certain nombre de trucs auxquels on peut faire confiance. Et éventuellement, on peut, si on pousse le curseur un stade plus loin, on peut se dire que quand on choisit des dépendances, donc telle lib ou telle autre, bah, c'est pas mal d'aller choisir une lib qui elle-même fait du fusing plutôt que de prendre une lib équivalente qui ne le ferait pas. Voilà, mais il y a un peu de l'expérience et savoir ce qui a peut-être plus d'importance que d'autres pour mettre le focus sur le fusing. Effectivement, on ne peut pas se permettre de faiser chaque appel de chaque fonction appelée dans une appli de 300 000 lignes de code. C'est pas possible. Et est-ce que les outils, du coup, nous fournissent assez de détails sur la criticité des résultats? Un pentest, on a une criticité, on a des oui, typiquement là, avec le code Intelligent, par exemple, il nous remonte remote code execution, donc ça me paraît assez clair que c'est important. Après, bon, il n'y a peut-être pas un label rouge, vert ou bleu en face. Ça, je ne sais pas, et je ne sais pas si on peut filtrer, faire quelque chose pour ça, mais. Merci. Pas de quoi. Je ne sais pas si on a le temps. Ouais, peut-être pour encore une question ou deux. Il nous reste 1 minute environ avant de se faire engueuler. Mais personne? Bon, ben, merci à vous. Merci de votre attention.